À la une de ce journal, la République du Cameroun célèbre la 50e édition de la fête de l'unité du Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. L'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire a fait une déclaration, un extrait dans ce journal. Affaires maritimes, les capacités d'une centaine de cadres renforcées sur les techniques de management des services publics. Clôture de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et puis à Divo, Solidaridad West Africa implémente le programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, financé par l'ambassade des Pays-Bas au Ghana. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. 20 mai 1972 au 20 mai 2022, la République du Cameroun célèbre la 50e édition de la fête de l'unité du Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, célébrée pour la première fois en 1972. À cette occasion, l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Koloko, dans son adresse à la communauté, a fait le bilan des actions du gouvernement avec à sa tête le président Paul Biya. Je vous propose d'écouter cet extrait. Cette célébration est une occasion privilégiée pour réitérer notre attachement indéfectible à la vision portée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, ainsi qu'aux institutions chargées de la mettre en œuvre. C'est le lieu pour nous de saluer les initiatives récentes prises sous la houlette du chef de l'État et qui ont permis d'enregistrer des avancées significatives, notamment le recul de la pandémie de la maladie à coronavirus par l'effet conjugué de la sensibilisation et d'une couverture vaccinale accrue. L'organisation couronnée de succès de la Cannes Total Énergie 2021 qui mettait en compétition pour la première fois 24 équipes nationales. La médaille d'or que vient de remporter notre pays pour la qualité des cérémonies d'ouverture et de clôture de cet important événement. Le Cameroun a ainsi capitalisé une expérience qu'il est disposé à partager avec la Côte d'Ivoire qui abritera la prochaine Cannes ou tout autre pays désigné pour accueillir cet événement à l'avenir. La qualification de l'équipe nationale de football, nos valeureux lions indomptables, pour le Mondial 2023 au Qatar. Au plan humanitaire, le Cameroun demeure une terre hospitalière qui accueille et encadre de nombreux réfugiés et personnes déplacées. En ce qui concerne la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire et les autres pays du ressort, notamment le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, nous nous félicitons de la meilleure maîtrise du Covid qui a permis l'ouverture des frontières terrestres et aériennes. S'instruire pour mieux servir. Ceci devrait être la devise de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Un mois durant, environ 100 cadres se sont essayés aux techniques de management des services publics lors d'un séminaire tenu dans la cité historique de Grand Bassam. Un séminaire qui a connu son épilogue lors d'une cérémonie de restitution et de clôture en présence de nos reporters Issa Badini et Ismaël Doza. Des gardes à vous appuyés, des sourires de jours de fête et surtout le sentiment qu'un changement venait de s'opérer. Voilà ce qui prévaut dans cette salle de conférence de cet espace hôtelier de Grand Bassam à l'occasion de cette cérémonie de restitution et de clôture du séminaire de formation des cadres des affaires maritimes ivoiriennes. Un séminaire qui aura duré un mois pendant lequel directeurs généraux, directeurs centraux, sous-directeurs et assimilés de faire un tour d'horizon sur le management des services publics avec en prime ces attestations. C'est un séminaire qui nous a été très utile. Ça nous a permis de mieux nous connaître pour savoir comment nous comporter vis-à-vis de ceux que nous conduisons dans les affaires publiques. À l'initiative, le directeur général des affaires maritimes qui souhaite ainsi redynamiser
son administration. Vous savez l'importance d'une administration maritime par rapport au rôle même que joue le domaine maritime dans l'économie d'un pays. Voilà, l'administration, c'est elle qui conçoit les politiques ou les projets de politique qu'elle va présenter au gouvernement, fait adopter, l'améliorer et ça devient la politique dans un secteur donné, ou surtout chez nous, dans le secteur maritime. Donc, il faut véritablement avoir des cadres bien formés, spécialisés et pouvant véritablement permettre une bonne définition de la politique maritime de notre pays. Pour ce faire, la Direction générale des affaires maritimes et portières a eu recours au service du cabinet conseil et formation GR. On a tendance à faire beaucoup de choses à la fois et quand on ne gère pas bien le temps, on ne peut pas être un manager suffisamment excellent. La formation est le chemin qui conduit à la connaissance et la connaissance à son tour à la lumière, a dit lors de cette cérémonie le directeur général des affaires maritimes. Ils sont donc 109 cadres au total, dont 21 directeurs centraux et inspecteurs généraux et 88 sous-directeurs et assimilés qui doivent apporter la lumière aux affaires maritimes et portières ivoiriennes. Parlons de bonne gouvernance. Des agents de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en abrégé CNMAEP ont été sanctionnés par des diplômes de participation à une formation au siège de l'institution à Cocody. Des attestations qui viennent clôturer une formation de 4 jours dans la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où ils ont été formés sur les bonnes pratiques de gestion budgétaire. Walter Kofi et Valentin Kra. Ils sont au total 8 agents de la CNMAEP, entendez Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, à se voir remettre des attestations de réussite à l'issue d'une formation sur la maîtrise du mécanisme de circuit de la dépense publique. Une formation qui s'est déroulée du 11 au 14 mai dernier dans la capitale politique ivoirienne, où ils ont pu acquérir des connaissances précises en matière de gestion budgétaire et comptable. C'est un sentiment de fierté qui a été exprimé par les auditeurs pour avoir pris part à ce séminaire de renforcement des capacités animé par des experts de la finance publique, leur assurant ainsi une formation de haut niveau. Au nom de mes collègues, je veux dire merci pour cette formation que nous avons reçue. Je remercie le président de la commission, le professeur Soro Moussa David, pour cette formation qu'il a initiée. Mais ce qui va changer, c'est que nous allons renforcer, nous allons nous inscrire résolument dans le respect des procédures. L'État de Côte d'Ivoire a édicté une réglementation précise, rigoureuse en ce qui concerne la gestion de la dépense publique. Cette réglementation est portée par la Direction générale du budget et des finances. Elle est portée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ces deux instances nous ont donné des formateurs qui nous ont formés sur cette réglementation, qui nous ont indiqué exactement ce que nous devons faire pour être résolument la vitrine, le modèle en matière de bonne gouvernance en ce qui concerne le traitement de la dépense publique à la CNMAEP. Placé sous l'autorité du président de la République, le CNMAEP a pour mission de favoriser l'adoption de politiques et de pratiques conduisant à une stabilité politique, à une forte croissance économique, à un développement durable, ainsi qu'à une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. Une page sportive à présent. L'association des lauréats ivoiriens du Maroc en abrégé à Lima a procédé à la première édition de sa journée sportive ce week-end dans le jardin botanique de la commune de Bingerville. Fitness, marche, course au sac et séance de pénalty ont meublé ce moment de convivialité et de partage entre les anciens étudiants du Maroc. Walter Kofi et Richard Akeke. De bonne heure, sur la somptueuse pelouse du jardin botanique de Bingerville, le moment est propice pour s'oxygéner
et s'exercer. C'est ce que s'apprêtent à faire ces travailleurs du privé et de l'administration publique avec pour dénominateur commun avoir étudié au Royaume du Maroc. À Lima, l'association des lauréats ivoiriens du Maroc est la structure à laquelle ils appartiennent. Elle regroupe des Ivoiriens ayant effectué leur parcours estudiantin au Maroc et ceux des générations datant des années 90 à aujourd'hui. Au programme étirement et fitness, sur un rythme accéléré, de quoi améliorer le cardio et perdre quelques calories. Cette journée sportive qu'on a dénommée la matinée sportive d'Alima au jardin botanique de Bergerville vise essentiellement à nous retrouver autour d'activités récréatives et sportives. C'est la première édition pour que nous puissions revivre les moments que nous avons connus au Maroc. Un bien-être parce que le fitness qu'on a eu, c'est assez original. On nous demande de faire du sport et aujourd'hui en famille, tout ça, c'est très bien. Dénommée la matinée sportive, cette rencontre entre anciens étudiants du Maroc est aussi le moyen pour l'association de rapprocher ses membres, créer des opportunités d'affaires et favoriser l'insertion socio-professionnelle des nouvelles générations. Donc, nous essayons d'organiser des activités en vue de rassembler tout le monde autour de ces valeurs-là. Créer le réseau professionnel d'insertion des nouveaux diplômés. Créé en 2008 sous le nom de l'Alliance ivoiro-marocaine, l'association des lauréats ivoiriens du Maroc s'est donné pour mission de créer un réseau fort et dynamique pour la cause de l'insertion professionnelle des jeunes. Après le sport, intéressons-nous à l'entrepreneuriat. Le prix BJKD, entendez Bénédicte Janine Kakou Diagou, a été lancé ce jeudi 19 mai au cours d'une cérémonie à la fondation éponyme. Ce prix, dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, connaît une innovation majeure. Il s'ouvre à 16 pays. Le reportage est signé Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. Ce sont les jeunes des 16 pays de l'UEMOA, de la CEMAC, plus la Guinée-Conakry et la RDC, qui prendront part au concours du jeune entrepreneur sanctionné par le prix BJKD. Conçu au départ pour les startups ivoiriennes, le prix BJKD s'internationalise pour rester dans la vision de sa fondatrice, qui veut faire du prix qui porte son nom et de sa maison un label panafricain. D'où le choix du thème, l'industrialisation à la portée de tous. Vous savez, on a commencé par la Côte d'Ivoire. L'année dernière, on a eu quelques pays de l'UEMOA et de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, on va au-delà de l'Afrique centrale. Donc c'est important de souligner cela. Et ça fait partie, donc, à mon avis, de la trajectoire normale d'une fondation aussi importante qui est engagée pour soutenir la cause de l'entrepreneur africain. Pourquoi? Parce que nous avons une vision panafricaine. La fondatrice est directeur général d'un groupe implanté dans ces pays. Donc c'est un clin d'œil à tous ces entrepreneurs parce que nous voulons une Afrique entreprenante, une Afrique qui prend sa part dans le développement social et économique, une entreprise, une jeunesse qui s'industrialise et va vers d'autres continents européens. Donc c'est la vision que nous voulons partager et nous remercions tous ceux qui sont là, nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début, partenaires techniques comme Deloitte, KPMG, Métis Academy, des différentes entreprises. Donc cette année encore, pour la 3e année consécutive, le directeur de la BFM, directeur général de la BFM, en est le président du jury. Nous voulons que ces jeunes-là viennent candidater très très nombreux. L'année dernière, on avait 1391 candidatures. Cette année, avec les autres pays qui sont ajoutés, on espère aller dans plus de 5000, avoir plus de 5000 candidatures. Donc bonne chance à tous et rendez-vous le 24 septembre prochain au Sofitel Hôtel d'Ivoire d'Abidjan, qui remportera le Grand Prix Bénédicte Janine Kakou Diagou. Pour réussir le pari de l'africanisation du concours et de son autonomisation, la fondation BJKD a aussi décidé de faire sa mue dans son mode de gestion interne. Ainsi, a été créé un comité stratégique de réflexion pour chercher des capitaux et nouer des partenariats de développement. Nous employons à développer toute la vision stratégique pour pouvoir donc lancer la fondation. Vous savez, une fondation, il y avait plusieurs axes. Comment coordonner tous les axes de la fondation? Il faut une vision stratégique pour cela. Et l'objectif du comité stratégique, c'est de parvenir notamment à réaliser donc les ambitions de la fondation.
Revenant sur la rencontre du jour, c'est-à-dire le lancement du concours du jeune entrepreneur, certains invités ont vanté son mérite, surtout les anciens lauréats. Participer à ce concours m'a permis non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais de gagner un financement de 25 millions de francs CFA, ce qui m'a permis d'acquérir de nouvelles machines pour augmenter ma capacité de production locale. Les inscriptions pour participer au concours du jeune entrepreneur se font via le site www.fondationbjkd.com. La finale aura lieu le 24 septembre et le lauréat empochera la coquette somme de 25 millions de francs CFA. Du 9 au 20 mai 2022, Abidjan a vibré au rythme de la COP15 sur la désertification et la sécheresse. La rencontre a refermé ses portes ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Nous retrouvons sur place nos reporters Diane Kablancan et Richard Akeke pour le bilan. Et oui, Zénab, les lampions se sont éteints sur la conférence des partis de la lutte contre la désertification. Il faut dire, Zénab, qu'il y a urgence et comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'heure est grave car le désert gagne de plus en plus le terrain. Durant plus de 10 jours, Abidjan était la capitale économique de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Une rencontre internationale qui s'est achevée ce vendredi avec la satisfaction. Le gouvernement ivoirien, grâce à son excellence du président de la République, a présenté au sommet des chefs d'État l'initiative d'Abidjan qui est un programme Abidjan Legacy Héritage qui va servir de programme pilote qui adresse des questions importantes pour la Côte d'Ivoire mais pour le monde sur la déforestation, sur une agriculture durable, sur une valorisation des chaînes de valeur et de transformation, sur la transformation en fait de la production agricole ici en Côte d'Ivoire, mais cela pourra servir donc de par le monde pour la restauration des terres dégradées, pour la reforestation et surtout pour accroître le revenu des communautés, des jeunes, des femmes, donc des populations. C'est que nous avons dans ce Legacy Programme, il y a 4 composantes qui ont été bien déclinées et bien spécifiées. Donc ces 4 composantes qui adressent toutes les questions relatives donc, à la dégradation des terres, à l'environnement, aux cultures, à l'agriculture, à la forestation. Toutes ces composantes-là vont être déclinées. Nous sommes pleinement satisfaits des retombées de la COP15. D'abord au niveau financier, au niveau socio-économique, donc plusieurs dizaines de millions de dollars injectés dans l'économie ivoirienne, dans les secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie, tout ce qui concerne les transports, donc la restauration, l'artisanat et la culture. Donc tous ces secteurs-là qui avaient été impactés par la maladie à Covid-19 ont eu comme une sorte de bouée d'oxygène pour pouvoir rebondir, si vous voulez, dans le cadre de la COP 15. Donc il y a eu des effets économiques induits assez importants, donc une distribution des ressources financières dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes particulièrement satisfaits de cela. Maintenant, la deuxième satisfaction est plus au niveau politique. La Côte d'Ivoire a réussi son pari en hébergeant en tout cas sur son territoire plus de 7000 délégués au niveau des infrastructures, au niveau de tout ce qui était hôtel, tout ce qui était route, tout ce qui était transport, bus, bateau, bus. On a réussi à transporter tous ces gens-là. On n'a pas eu de grands problèmes logistiques. L'EVA Culture, une solution dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique. C'est une culture qui ne dégrade pas les sols, mais participe plutôt à leur bonification, a déclaré le président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, en abrégé APROMAC. Il a été face à la presse ce jeudi 19 mai en marge de la COP 15. Le président de la PROMAC était face à la presse le jeudi 19 mai 2022. C'était en marge de la 15e conférence des parties des Nations Unies de la Convention pour la lutte contre la désertification et la sécheresse. Se prononçant sur les bienfaits de l'EVA-culture, le président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel des Côtes d'Ivoire, Eugène Crémian, a assuré que l'EVA-culture contribue à la reconstitution du couvert forestier et au ralentissement de l'avancée du désert. L'EVA-culture ne dégrade pas les sols. C'est un faux procès qui a été fait et je suis venu ce matin démentir ce procès contre l'EVA-culture. En fait, l'EVA-culture permet d'abord de faire du reboisement, de faire une culture dans des zones non protégées, c'est-à-dire
nous n'attaquons pas les forêts classées, nous n'attaquons pas les zones protégées, nous allons dans les jachères qui sont dégradées par d'autres et nous créons la forêt. Et quand on crée la forêt dans ces zones-là, la pluviométrie s'augmente. D'autres arbres repoussent dans cette zone. Même la faune, c'est-à-dire des animaux qui avaient disparu dans cette zone, reviennent. Ça, c'est le premier apport. Et je vous ai dit que l'EVA capte le gaz carbonique et rejette l'oxygène dans la nature. Donc l'EVA purifie l'air. Deuxièmement, le caoutchouc produit se vend bien. Il n'y a pas de problème de vente, de mévente du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Troisièmement, le fait que ce caoutchouc est vendu, nous associons les plantations à leur bas âge avec des cultures intermédiaires. Manaboko vous l'a indiqué, nous mettons soit de la banane, soit du maïs, soit même du manioc dans les interlignes. Ça permet aux promoteurs de consommer, mais de vendre une partie de cette production pour autofinancer son investissement. Donc, quand vous créez une plantation de VA, le temps que la plantation mette les 7 années pour entrer en rapport, vous avez amorti tout ce que vous avez mis dans la plantation. Premier producteur africain, avec 1,1 million de tonnes en 2021, la Côte d'Ivoire produit à elle seule 70% du caoutchouc africain. Le pays occupe le 4e rang au niveau mondial. La filière évéicole demeure l'un des moteurs de la croissance économique. Elle contribue largement à la recette d'exportation. Dans le cadre de ses activités en Côte d'Ivoire, Solidaridad West Africa implémente le programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, en abrégé SWAP2, financé par l'ambassade du Pays-Bas au Ghana. Le programme vise globalement la transformation du secteur via l'appui et le renforcement de capacités des PME opérant dans la filière. En Côte d'Ivoire, le SWAP2 a pour objectif la promotion et la production durable de l'huile de palme par l'appui et la promotion des petites et moyennes entreprises locales. Après la mise en œuvre, le bilan de SWAP2 a été jugé positif par Solidaridad West Africa. Le programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, SWAP2, a été développé et mis en œuvre de 2017 à 2021, principalement dans les régions du Lodjibois et du Sud Comoé, et ce, à travers 5 composantes. La facilitation à l'accès au financement pour les PME et les petits exploitants, le développement des compétences des jeunes pour une meilleure employabilité, l'inclusion financière des femmes et des jeunes dans la chaîne de valeur du palmier à huile, les mesures d'adaptation aux problématiques environnementales et enfin l'appui institutionnel et aux politiques sectorielles. Au terme des activités d'appui et de renforcement des capacités et dans l'attente des impacts mesurables sur le long terme, la rencontre de Divo avait pour objectif de présenter les acquis du programme aux bénéficiaires et autres membres du groupe consultatif représentant les parties prenantes afin d'obtenir d'eux des observations et des suggestions qui aideront Solidaridad dans sa démarche d'améliorer ses interventions. Au niveau de l'accès au financement, qui est une problématique qui est commune à l'ensemble des filières, mais dont la réponse de Solidaridad a été de travailler en même temps avec les coopératives, les PME, et aussi nous avons touché aussi tout ce qui est écosystème des microfinances et des banques que nous avons formés à la compréhension de ces chaînes de valeur-là. Donc avec cette action, on a permis de débloquer environ pour un seul partenaire un peu plus de 140 millions de francs CFA pour soutenir les producteurs de palmier à huile et les PME. Ensuite, nous avons travaillé sur une innovation de taille dans la filière à palmier à huile, qui est celle des associations villageoises d'épargne et de crédit. Et cette innovation-là nous a permis de renforcer la résilience économique des productrices de palmier à huile. Il nous a apporté beaucoup de choses au niveau de notre société coopérative et de nos planteurs. Non seulement ce programme a renforcé, j'allais dire, notre image auprès
des PME qui pouvaient nous accompagner dans nos différents projets, tels que la COPEC. Et donc grâce à ce projet, avec la COPEC, nous avons pu bénéficier de financement pour pouvoir préfinancer nos producteurs qui nous livrent leur régime. Donc je profite de cette occasion, de cette journée, belle journée d'ailleurs, qui nous reste vraiment mémorable, à dire merci à Solidaridad qui nous accompagne à tout temps, même dans les champs, dans nos communautés. Le bilan du programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, SWAP 2, est donc à cette étape jugé satisfaisant au regard des acquis. Reste aujourd'hui à mettre en place les actions de pérennisation de ces acquis avec les PME et les coopératives. L'atelier sur les acquis du SWAP 2 a été fort animé avec des échanges enrichissants. Il a été suivi de visites de terrain sur les résultats atteints par le projet. Les échanges entre les participants autour des objectifs spécifiques seront recueillis et partagés. Rappelons que Solidaridad West Africa implante le programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, SWAP 2, est financé par l'ambassade du Pays-Bas au Ghana. C'était un reportage signé Jonas Zagoki et commenté par Marie-Christelle Zogueyi. Sidi Tiemoko Touré était face à la presse. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était l'invité du petit déjeuner de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Sur la table, la problématique de l'insuffisance en protéines animales et halieutiques et l'employabilité des jeunes. En face du ministre, des journalistes désireux de connaître l'état des lieux du secteur de la pêche et de l'élevage en Côte d'Ivoire et surtout la capacité du secteur à absorber la jeunesse en quête d'emploi. Issa Badini et Marius Siri. Effectivement, du café et des croissants sur la table pour respecter le fait qu'il s'agit d'un petit déjeuner, bien que pas comme les autres, car à ce rendez-vous, il était beaucoup question d'autosuffisance en protéines animales et halieutiques et emploi jeunes que du café en tant que tel. Mieux, des hommes et femmes des médias dont la curiosité déborde, voulant se faire une idée nette de la situation de l'élevage, mais surtout de la pêche où beaucoup d'insus subsistent. Cependant, une chose est sûre et certaine, pour l'invité du jour, Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, le gap entre la production et la consommation est important. Sur le poisson, nous ne produisons qu'à peine 17%. Et sur les protéines animales, nous produisons à peine 40%. Donc le tout, ça fait pour les deux spéculations, nous sommes aux alentours de 30%, ce qui n'est pas approprié. Des chiffres en deçà des attentes, mais qui n'entament en rien la confiance du ministre qui espère dans un délai raisonnable passer d'un pays importateur à exportateur. Son arme, la stratégie nationale de développement des productions animales qui fera d'une pierre deux coups. Régler la question de l'autosuffisance en protéines et la création d'emplois. Nous comptons beaucoup sur le secteur privé parce que la ressource de 1049 milliards venant de notre politique sera financée à près de 60% par le secteur privé. Pour le président de l'INJCI, hôte du jour, le jet en valait la chandelle au regard de la qualité des échanges. Ce matin, il était question vraiment de l'employabilité des jeunes à l'aune, si vous voulez, des ressources halieutiques et animales. Et nous pensons que le ministre a fait un brillant exposé, il a répondu pratiquement à toutes les questions. Interrogé sur la qualité du poisson et de la viande consommée en Côte d'Ivoire, Sidi Touré se veut rassurant car, dit-il, ses services veillent, même s'il estime qu'il faut maintenir la vigilance un peu partout. Il faut souligner que la stratégie nationale de développement des productions animales, à terme, vise jusqu'à 700 000 emplois. Direction la ville de Tiasalé où l'ONG Les Scrabbleurs sans frontières a inauguré la bibliothèque, la baptisant du nom de Solange Amicha, une initiative qui s'inscrit dans la volonté de cette ONG d'œuvrer pour l'excellence à l'école. Mon désir Nascimento pour le point. Les élèves du lycée moderne de Tiasalé sont parmi les plus heureux de la ville. Ils assistent ce jour à l'inauguration officielle de leur bibliothèque, baptisée Solange Amicia,
directrice générale du CPC. Cette action est à mettre à l'actif de l'ONG Scrabblers sans frontières à travers sa section Univers du livre. J'ai offert cette librairie, cette bibliothèque au lycée moderne de Tia-Salé parce que je suis d'abord originaire de Tia-Salé et la lecture a toujours été quelque chose qui me suit depuis que je suis très jeune. Mes parents m'ont toujours instillé l'excellence de la lecture. On a toujours été entouré de livres et de savoir que le lycée moderne de Tia-Salé n'avait pas de livres, n'avait pas de bibliothèque, c'était pas normal. Donc il fallait vraiment permettre à ces jeunes de pouvoir s'enrichir et de pouvoir s'ouvrir sur le monde des livres. L'inauguration de la bibliothèque du lycée moderne a été suivie par la récompense des meilleurs élèves de Tia-Salé, lauréats du concours de dictée, de lecture et de littérature. Ce que je ressens, c'est de la joie d'avoir gagné ce prix de meilleur lecteur au CM2. Je remercie également ma mère, ma maîtresse ici présente et mon maître de classe qui m'a extrêmement soutenue pour tout ce que j'ai fait. Solange Amisha, marraine de la cérémonie, a offert des kits scolaires à chacun des 12 meilleurs élèves et promis prendre en charge la scolarité de la petite Chancelia qui a obtenu la meilleure note en dictée qui est de 18 sur 20. L'ONG Scrabblers sans frontières et sa section Univers du livre poursuivent leur caravane nationale de célébration de l'excellence et d'inauguration de bibliothèques. La ville de Bouaké sera la prochaine étape. On ne finira pas de célébrer la journée internationale des droits de la femme. Ce vendredi, toutes les femmes de la sous-préfecture de Diawala se sont donné rendez-vous dans la cour de la mairie. En marge de cette journée, elles ont été formées à la comptabilité simplifiée et à la vie associative suivie d'un panel et une conférence sur l'autonomisation de la femme rurale. Cette édition était parrainée par le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Retrouvons Daouda Ouattara, notre correspondant, dans un commentaire de Anja Sémian. À l'image des femmes du monde entier et celle de Côte d'Ivoire, la journée internationale de la femme a été célébrée à Diawala, dans le nord du pays, région du Tchologo, département de Ouangolodougou. À l'initiative de la Fédération des associations féminines de Diawala, elles se sont rassemblées nombreuses autour du thème choisi cette année, l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. La marraine de cette cérémonie a saisi cette tribune pour aborder plusieurs sujets allant dans le sens de l'autonomisation de la femme. Elle a exhorté ses sœurs à l'union, à l'entente et à la paix, avant de faire plusieurs dons au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, Ténébiraïman Ouattara. Ces dons sont composés d'un tricycle, de 50 arrosoirs, de 50 pulvérisateurs, de plusieurs sacs de semences de riz et de maïs, aussi de plusieurs sacs d'engrais. Des outils qui sans doute contribueront à un avenir durable. Des dons qui s'inscrivent dans la droite ligne d'une Côte d'Ivoire solidaire et forte prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. J'espère que ces dons que vous recevez ce matin de la part du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébiraïman Ouattara, pourront vous aider à mieux vous autonomiser. Nous nous engageons à poursuivre avec la dernière énergie la lutte pour le mieux-être de la gente féminine. Nous mesurons avec beaucoup de lucidité que la lutte ne sera pas aisée, mais nous nous battrons pour que les droits des femmes soient respectés dans nos localités. C'est pourquoi nous saluons avec différence les efforts fournis par son Excellence M. Alassane Ouattara et toute l'équipe gouvernementale. Notons que les autorités administratives et élues ont apporté leur soutien à cette journée internationale de la femme célébrée pour la première fois à Diawala. Un décalage de la date exacte de cette célébration des femmes à cause des incidents malheureux qui se sont déroulés entre Diawala et Niélé. Et voilà, c'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.